La première fois que vous êtes venu à Poissy, vous n'étiez pas président, vous n'étiez pas candidat, vous n'étiez plus ministre. Vous étiez venu à la Coudray découvrir un exemple de rénovation urbaine réussie, de mixité sociale grâce à l'ANRU, et je salue Olivier Klein, qui est le président de l'ANRU, qui est avec nous ce soir, monsieur le candidat. Et puis vous êtes venu un peu plus tard, souvenez-vous, lorsque, ici à Poissy, nous avions ouvert pendant 3 mois, tout au début du confinement, l'école, le centre scolaire Ronsard, à 2 pas d'ici, monsieur le président, en plein cœur de quartier populaire, pour les enfants de personnel soignant. Et je vous avais expliqué qu'il me paraissait bon que vous veniez voir ce qui fonctionnait, plutôt peut-être de se projeter sur ce qui allait fonctionner. Il était 2 heures du matin, monsieur le président, ce dimanche matin, et vous m'avez dit « Banco, je suis là mardi ». Et vous êtes venu mardi, les écoles ont ouvert. Monsieur le président, vous êtes revenu au printemps dernier pour cette fois-ci aller rencontrer des experts à l'hôpital intercommunal de Poissy-Saint-Germain. Vous avez rencontré notamment Yves Velker, qui est ici, infectiologue, qui a fait partie de ceux qui ont fait en quelque sorte, c'est vous qui le disiez après, basculer le fait de ne pas totalement reconfiner. Et puis vous avez fait des visios que vous aimez bien, des visioconférences avec des maires, toutes tendances confondues, pour sentir, pardonnez-moi l'expression, le cul des vaches. C'est une expression bretonne, monsieur le président, du Finistère Sud, dans un petit village qui s'appelle Spézette. Et puis, monsieur le président, au mois d'octobre dernier, vous êtes revenu, pas vraiment dans la même tenue, pour fêter le 50e anniversaire du Variété Club de France ici à Poissy, enfiler la tenue. C'était pas donné à tout le monde. Et vous avez souhaité évoluer, il y avait une exigence contre une formation d'hospitalier, dont certains d'ailleurs sont ici. Et vous avez souhaité pour cette 3e mi-temps à l'Élysée inviter les hospitaliers. Ce jour-là, monsieur le président, vous avez marqué un bon pénalty. Si dans le PV on peut marquer que Jean-Noël Barrot a applaudi le premier, c'est bien. Je suis sûr, monsieur le président, que si vous recommenciez, vous viseriez la lucarne. Monsieur le président, ici je veux vous dire que Poissy c'est la France. Poissy, c'est la France, et lorsque, avec vos équipes, nous avons échangé, vous souhaitiez non pas avoir un meeting politique de candidats traditionnel où tous les gens applaudissent avec des drapeaux, avec des banderoles, y compris quand vous donnez l'heure. Vous souhaitiez avoir quelque chose d'efficace. Poissy, c'est la France, monsieur le président, 40 000 habitants, 3 quartiers en politique de la ville, 20% de diversité de nos administrés, 7% de taux de chômage, comme notre beau pays. Et puis également 32% de logements sociaux sur 25% que le pays doit compter. Et je veux aussi dire peut-être qu'ici, en 2017, le taux de participation était de 77%, comme au niveau national. Que votre résultat était alors supérieur au niveau national, mais vous aviez fait 24%, il était à 29% ici. Que l'un de vos concurrents a fait exactement le même résultat ici. C'est dire ici, monsieur le président, si ici Poissy c'est la France. Et lorsque vous m'avez proposé d'inviter un certain nombre d'administrés, vous m'avez dit totale confiance, pas de thématique imposée. Je veux taper dans le sac, je veux pouvoir confronter mes idées avec les Français. Alors, monsieur le président, ici, vous avez la France qui va vous poser des questions. Je veux vous dire aussi, monsieur le président, que ici, certains de nos administrés n'ont pas voté pour vous en 2017, ni au premier, ni au 2e tour. Certains ont été convaincus, d'autres ont été convertis. Certains sont plutôt latents et attendent peut-être des éclairages. C'est la raison pour laquelle, monsieur le président, ce soir, vous allez avoir un certain nombre de questions qui vont vous être posées, je dirais, sur un pilier qui vous va bien, je crois, et que nous avons partagé ensemble. D'abord celui de la sobriété. Le contexte est là pour nous le rappeler, évidemment. Le contexte aussi de l'authenticité, on le voit bien ici. Et le contexte sans filtre dont vous souhaitez évidemment avoir la primeur. Alors, vous étiez pour faire un pénalty, c'était la loi 14, dans les lois du jeu. Ce soir, c'est le coup d'envoi. Et la balle est dans votre camp, monsieur le président.
Merci, monsieur le maire. Mesdames, messieurs les parlementaires, mesdames, messieurs les maires, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs, je suis très heureux d'être parmi vous. Et comme l'a dit monsieur le maire, je ne vais pas répéter ce qu'il vient de dire très bien, de pouvoir, de manière très directe, répondre aux questions que les uns et les autres se posent. Je suis candidat depuis quelques jours, dans un contexte qui est un peu particulier. Comme j'ai dit, je vais présider jusqu'au bout notre pays, puisque c'est le mandat que, Françaises, Français, vous m'avez confié, dans un contexte qui va imposer de continuer à prendre des décisions jusqu'au bout. Et donc je serai président durant ces jours et ces semaines autant que je le dois, mais je serai candidat à chaque fois que je le peux. Et c'est pour ça que je suis devant vous ce soir. Je ne vais pas passer plus de temps à faire un long discours. Je pense que c'est sans doute mieux que je réponde à toutes les questions que vous vous posez sur le contexte, sur les motivations, sur aussi ce qui fait notre quotidien dans une ville comme Poissy, mais sur beaucoup de nos territoires, qu'il s'agisse de la santé, de l'éducation, de nos institutions, de notre défense, de notre sécurité, de notre laïcité, de tant d'autres sujets. Et j'essaierai peut-être à la fin rapidement de dégager des lignes de force. Au fond, je veux y retourner parce que j'ai de l'ambition pour notre pays, en ayant, je l'espère, enfin je le crois, appris, et que je pense qu'il y a encore énormément à faire. Je pense surtout qu'on a une force collective immense. Si on sait la reconnaître, la révéler, et donner à chacune et chacun sa place. Et je pense que la force de la France n'est pas ni dans le rétrécissement, ni dans le catastrophisme. Je ne considère pas que tout va bien, que tout a été bien fait. Sinon, je vous dirais, je m'arrête là et je suis très heureux de ces 5 années. J'ai tout bien fait, j'attends les lauriers et je vais chercher le repos. Non, je pense qu'il y a encore beaucoup à faire. Je pense qu'il y a des résultats qui sont là, sur le chômage, sur l'apprentissage et beaucoup d'autres sujets. Il y a des efforts qui sont à poursuivre sur la transition énergétique, sur le logement, sur les sujets de sécurité ou d'immigration. Et puis, on a des défis qui viennent complètement bousculer notre pays. La pandémie a montré nos vulnérabilités à certains égards. La guerre qui revient en Europe le montre à d'autres égards, qui vont nous imposer de devoir inventer de nouvelles solutions. Mais au fond, c'est pour moi un projet pour l'avenir de notre pays que je veux défendre. Pour nos enfants, qui change le quotidien, qui améliore les vies, mais qui permet aussi de bâtir la solidité de notre France dans 10 ans et dans 15 ans. Et pas simplement demain, parce qu'on y reviendra sans doute. Il faut des solutions de court terme, il faut pouvoir vivre mieux. Mais tout ce qu'on peut bien faire aujourd'hui, on le doit aussi à tout ce que celles et ceux qui nous ont précédés ont parfois bien choisi dans des temps où les risques étaient moins apparents. Et il faut qu'on ait aussi la même force d'âme de savoir faire des choix très profonds pour notre société qui prépareront notre pays pour dans 10, 15 ou 20 ans. Il faut faire les deux, là aussi, en même temps. Voilà pourquoi je suis là devant vous aujourd'hui. Je le suis dans un contexte qui est lourd, on y reviendra peut-être. Je le suis avec beaucoup d'humilité, parce que vous m'avez fait confiance il y a 5 ans, et je reviens déposer cette confiance devant les Françaises et les Français. Moi, je considère que rien n'est acquis, mais avec beaucoup d'énergie, d'envie de faire, d'envie de convaincre, puis de faire. Je ne serai pas plus long. Monsieur le Président, juste vous dire qu'ici, vous êtes sur le centre de diffusion artistique. Rappelez-vous, on avait échangé ensemble, cher Emmanuel Macron, un 15 décembre pour ouvrir le premier centre de vaccination communal de France. C'est chargé de symbole ce soir, Monsieur le Président, ici, chez Morissette. Et ça nous permet de rendre visibles les invisibles, comme on les appelle. Et juste pour le clin d'œil, 186 bénévoles, 41 médecins, 78 infirmières, 28 infirmières, 28 réservistes et 60 agents de la ville pour 100 000 vaccinations, ici comme ailleurs, avec tous les collègues maires du territoire de Saint-Germain, de Conflans et d'ailleurs. Ce matin, Monsieur le Président, vous avez, avec les maires parrains, usé de cette formule qui, je crois, est péremptoire. Je serai président autant que je dois l'être, je serai candidat autant que je peux l'être.
Et ce soir, vous nous avez annoncé avant d'arriver qu'il y avait un impératif en tout début de soirée. C'est la raison pour laquelle on va grouper un certain nombre de questions. Et on est dans ce que vous disiez. Monsieur le Président, les deux premières questions vont vous être posées sur la situation internationale. La première question va vous être posée par Larissa Guimet. Larissa Guimet est enseignante. Elle a la double nationalité biélorusse et russe. Et elle voudrait vous poser une question justement sur la situation que nous vivons actuellement. Et ensuite, je donnerai la parole au président de la SPOCI. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour à toutes et à tous. Monsieur le Président, la France préside le Conseil de l'Union européenne qui est très uni sur la question de la crise russo-ukrainienne. Les yeux du monde entier sont tournés vers la France parce que sa voix pourrait être déterminante pour trouver une issue au conflit qui s'enlise et qui fait déjà des milliers de victimes. Envisagez-vous de continuer jusqu'au bout les tentatives de retrouver la paix en Europe? Dans votre dernier discours, vous avez parlé des liens qui lient la France au peuple russe. Et je vous remercie pour ce rappel. C'est très important, à mes yeux, de faire la différence entre la politique de Poutine et le peuple. Comment la France envisage-t-elle de maintenir ces liens, ce dialogue avec le peuple russe, qui paraissent difficiles aujourd'hui, mais qui sont indispensables pour que la paix et la démocratie règnent en Europe? Merci beaucoup. Et je vous propose de passer la parole au président de la SPOCI Football, monsieur Olivier Zvezuk-Tchouk, qui est d'origine ukrainienne. Et la parole est à vous, cher Olivier. Oh, pardon. Bonsoir, Monsieur le Président. J'ai une question d'ordre pratique sur le plan humain. Comment peut-on envisager une mobilisation afin d'accueillir en France une partie de ces familles ukrainiennes dans des locaux ou dans des foyers de familles françaises à partir d'un système de jumelage via les mairies ou via des associations comme les structures de clubs sportifs que je préside? À titre personnel, depuis une semaine, je m'implique énormément pour faire venir des familles d'une équipe et de deux équipes de footballeurs ukrainiens. Voilà, c'était juste ça. Merci encore pour votre implication. Je pense que beaucoup d'Ukrainiens français sont très fiers de ce que vous faites. Moi, je vous le dis sincèrement. Alors, évidemment, c'est le sujet le plus lourd, le plus difficile, pas simplement de ces jours-ci, mais j'en ai peur pour plusieurs semaines et plusieurs mois. Et la guerre en Ukraine inquiète profondément nos compatriotes aussi, parce que c'est le retour de la guerre en Europe. Et c'est ce qui était de l'ordre de l'impensable il y a encore quelques semaines pour beaucoup, avec cette force, avec cette brutalité de ce que nous voyons, des mots aussi qui sont prononcés, des menaces qui sont parfois proférées. Alors, face à cette situation, quelle est, je le dis en deux mots, parce que ça rejoint les deux questions que vous avez posées, quelle est la position de la France et de l'Europe? D'abord, nous avons tout fait pour éviter cette guerre. Je me suis rendu il y a quelques semaines en Russie, mais surtout, je n'ai cessé de dialoguer avec le président Poutine et dans ce qu'on appelle le format Normandie, avec la chancelière Merkel, maintenant le chancelier Scholz, puis les différents présidents ukrainiens, d'avoir ce format à 4 pour avancer. La dernière réunion s'était tenue, vous en souvenez peut-être, en décembre 2019 à Paris. Et donc, mai 2017, mai ou début juin 2017, j'accueille le président Poutine, je me rends ensuite en Russie, il vient en France à l'été 2019, on essaie de réengager un très grand travail en profondeur. En décembre 2019, on a cette réunion Normandie pour avancer, pour essayer de régler ce qui est alors encore un désaccord avec les accords de Minsk qui servent à essayer de le régler. La pandémie complique les choses parce qu'il n'y a plus de rencontres, mais avec la chancelière, nous continuons les conférences téléphoniques, les visioconférences, les échanges, et je vais donc en février voir le président Poutine. Donc d'abord, je veux que vous reteniez bien que la France, avec l'Allemagne, avec l'Europe, ont tout fait pour éviter le retour des armes. Ensuite, une fois que la décision a été prise,
le 24 février, de lancer une opération militaire et donc d'agresser l'Ukraine et de lancer une opération depuis la Russie par le président Poutine. Notre position, français, européens, et en cela suivi en étroite association avec les Britanniques, les Canadiens, les Américains, les Japonais et beaucoup de nations du monde, a été de condamner avec beaucoup de fermeté et de mener toutes les actions diplomatiques pour mettre la pression sur la Russie et l'isoler dans le concert des nations. Ce sont les initiatives que nous avons prises au Conseil de sécurité, à l'Assemblée générale, avec un vote qui a été un vrai succès la semaine dernière, et ce qui est une préoccupation pour la Russie, qui n'aime pas être isolée. On a réussi à obtenir que la Chine s'abstienne. Je parlerai demain avec Olaf Scholz au président chinois. On a réussi à ce que beaucoup de pays s'abstiennent, seuls 5 ont voté contre cette résolution, dont la Russie. Donc, action diplomatique, appel au cessez-le-feu, appel véritablement à la responsabilité internationale. Deuxième chose, soutien à l'Ukraine. Soutien humanitaire, je vais revenir à votre question, soutien humanitaire, des envois, y compris des envois pour aider le peuple ukrainien et son armée à résister, tout en veillant à ne pas être co-belligérant dans ce conflit. Et puis sanctions à la Russie, avec beaucoup de fermeté, nous l'avions dit, et nous l'avons fait de manière groupée, il y a maintenant un peu plus de 8 jours, où de manière historique, nous avons pris des sanctions qui sont très lourdes sur le plan économique, où on a visé des oligarques, le gel de leurs avoirs, on a sorti de nos systèmes de paiement plusieurs banques très importantes, et la Banque centrale, où nous avons saisi des réserves de la dite Banque centrale russe, et où nous avons décidé des sanctions sectorielles extrêmement fortes pour envoyer un signal d'arrêt à la Russie. Et puis, dernier point dans cette, je dirais, cette position française, c'est que nous ne sommes pas en guerre contre la Russie. Et je pense que c'est important, et c'est toute la difficulté qui est la nôtre. C'est qu'on veut que cette guerre s'arrête, on veut mettre suffisamment de pression sur le président russe et sur son système pour qu'il arrête la guerre. C'est aussi pour ça que je continue de lui parler comme hier encore. Mais on veut le faire par des sanctions, par des négociations, par de la pression internationale, mais sans rentrer dans le conflit et faire la guerre avec la Russie. Pourquoi? Parce que ce serait à ce moment-là une guerre mondiale, et parce que ce serait à ce moment-là une guerre mondiale avec une puissance dotée, ce qui est une grande inconnue de nos siècles contemporains et modernes. Et donc nous avons tous cet esprit de responsabilité. Voilà la ligne que nous poursuivons. Dans ce contexte-là, à court terme, on a évidemment un sujet qui est le sujet humanitaire, aider à faire sortir nos compatriotes, les internationaux et les Ukrainiennes et Ukrainiens qui le veulent du territoire, en lien avec les ONG. C'est ce que fait la cellule interministérielle de crise et le centre de crise du Quai d'Orsay, avec beaucoup de dévouement. Et je veux vraiment rendre hommage à ces personnels. Et ils coordonnent un travail qui est fait par nos diplomates, par nos policiers et nos gendarmes, par nos militaires et par nos ONG et les ONG internationales. On a déjà réussi à faire sortir beaucoup de monde. Beaucoup de monde sort aussi par les voies régulières, si je puis dire. Et on estime à environ 1 million le nombre d'Ukrainiennes et d'Ukrainiens qui ont quitté le territoire, qui sont aujourd'hui surtout dans les pays frontaliers, que sont la Pologne, la Roumanie, la Biélorussie, la Slovaquie, la Hongrie et la Moldavie, évidemment. Je mets à part le sujet de la Biélorussie, qui aujourd'hui est allié de fait de la Russie et qui a sur son sol des troupes russes. Mais pour tous les autres pays, nous sommes en train d'organiser les choses pour qu'il puisse y avoir, en quelque sorte, un partage de cette solidarité. Et je l'ai dit, la France prendra sa part. Alors moi, je veux remercier les responsables d'associations, les personnels, les particuliers qui, comme vous, disent « je suis prêt à faire ». Je veux remercier les élus. Beaucoup de maires ont d'ores et déjà ont fait part de leur volonté d'accueillir des familles, parce qu'on parle beaucoup de familles. Il y a parfois des enfants seuls, malheureusement. On a beaucoup d'enfants avec simplement leur maman parce que les pères sont restés combattre. Et on a parfois des familles entières. Et donc aujourd'hui, nous sommes en train d'organiser cette solidarité. Le ministère de l'Intérieur a mis en place un site pour coordonner ce travail avec les communes. Je veux aider. Et donc je vous invite vraiment à vous y inscrire. Là, il y a tout un travail qui permet, une plateforme qui est mise en place et qui permet justement de dire ce que chaque famille est prête à faire, ce que chaque commune est prête à faire. Et donc le ministre de l'Intérieur et la ministre déléguée
vont continuer ces jours-ci d'expliquer et de faire toute la transparence sur ces initiatives pour qu'on organise les choses. Et donc la France prendra sa part de l'accueil, évidemment, pour accueillir, loger, héberger, soigner et pouvoir protéger et intégrer toutes celles et ceux qui le veulent. Alors certains vont rejoindre des familles qui sont déjà là, d'autres ne voudront rester que pour un temps, le temps de la guerre. Mais je pense que dès qu'ils arrivent, il faut se mettre en situation de bien les accueillir et de pouvoir leur permettre d'apprendre le plus vite possible notre langue et de pouvoir accéder le plus vite possible à un travail, à une formation et de prendre leur place. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on doit tous ensemble faire. On peut le faire et on va y arriver. Et on le fera parce qu'il y a des femmes et des hommes comme vous qui sont volontaires. Je pense que c'est très important que ça se fasse dans cet esprit de solidarité qui est le nôtre et ça correspond à nos valeurs. L'Europe s'est faite sur ces drames humains qui nous ont percutés lors de la Deuxième Guerre mondiale et notre capacité à accueillir les réfugiés. Et c'est ça ce dont il s'agit. Donc nous organisons les choses en lien avec toutes les communes et les particuliers sur cette plateforme et c'est comme ça qu'on continuera de le faire. Il y a des femmes et des hommes qui arrivent en première intention, il y en a d'autres à qui on proposera de venir, par exemple pour soulager la Moldavie, qui est un petit pays qui est déjà très sous pression et qu'il faut aider pour accueillir des Ukrainiennes, des Ukrainiens, et on le fera aussi pour d'autres pays européens, s'ils le souhaitent. Dans ce contexte-là, oui, nous continuerons à parler à la Russie. Alors, la discussion est difficile avec le président Poutine, parce qu'aujourd'hui, il refuse le cessez-le-feu. Parce qu'aujourd'hui, la Russie est sur une position très simple, qui est de demander des conditions très dures à l'Ukraine, et ça, c'est une discussion entre les Ukrainiens et les Russes, mais qui se fait dans des conditions très inéquitables d'agression et dans des conditions où la France ne va pas intervenir. Je pense qu'on est tous très admiratifs de la résistance menée par le peuple ukrainien, par ses dirigeants, par son président. Et donc, il y a un dialogue qui se fera entre les deux. Comme je l'ai dit au président Poutine, pour moi, le cessez-le-feu est la condition préalable pour qu'il y ait un vrai dialogue qui se noue. Je ne pense pas que dans les jours et les semaines qui viennent, il y ait une vraie solution négociée. Je l'espère. Et nous faisons tout ce que nous pouvons pour y aider. Elle dépend des deux parties prenantes, mais elle dépend aussi de la réalité sur le terrain. Je le dis avec beaucoup de modestie, beaucoup de respect pour celles et ceux qui se battent. Mais donc nous, on essaye d'accompagner, on essaye de raisonner, on essaye d'appeler au cessez-le-feu, on fait pression avec toute la communauté internationale. Avant de vous retrouver, j'étais avec le président Biden, demain je serai avec le président Xi Jinping, on va continuer ce travail. Je suis en même temps lucide, je pense qu'à court terme, c'est plutôt la guerre qui va continuer de se faire. Et donc à court terme, le risque, c'est que les sanctions vont continuer à être imposées, et des sanctions plus élevées, et donc des contre-sanctions. Et c'est vrai que la conséquence de cette situation, c'est qu'elle crée des écarts entre les peuples. Quand la Russie, en contre-sanction, décide d'arrêter les coopérations que nous avons dans le spatial, c'est des coopérations qui datent depuis des décennies, qui sont des femmes et des hommes qui échangent, qui permettent de garder ces liens. Et ce sont nos astronautes qui sont obligés de revenir en catastrophe de leur camp d'entraînement en Russie. Et donc, je pense que ça aura des conséquences à court terme. Notre responsabilité, c'est de maintenir tous les liens humains que nous pouvons, c'est de continuer à parler au peuple russe et biélorusse, c'est de le continuer à travers les artistes, les intellectuels, à travers toutes les coopérations techniques, à travers les entrepreneurs, les entrepreneuses, les ONG, pour qu'il y ait d'autres voix qui accèdent et que ce lien ne soit pas rompu. C'est de continuer, à la place qui est la mienne, de parler avec les dirigeants, même en constatant des désaccords, parce qu'à un moment donné, il faut revenir autour d'une table de négociation. Et c'est de toujours respecter la Russie comme pays et le peuple russe. Parce que nous devons tout faire pour éviter l'escalade et l'élargissement de la guerre, et nous devrons tout faire pour ensuite rebâtir la paix derrière. Et il n'y a pas de paix durable si la Russie n'est pas prise dans un grand schéma, une grande architecture de paix sur notre continent, parce que l'histoire et la géographie sont têtues. Et je le dis dans le pire moment, le moment où c'est le plus difficile à dire, mais je le disais il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans, ça reste vrai. Mais il faudra le faire avec des règles équitables et en veillant à ce qu'aucune nation, aucun peuple ne soit humilié. Et c'est pour moi l'immense responsabilité aujourd'hui que prend le président Poutine. C'est celle de combattre un peuple qui lui est frère et de vouloir le détruire et l'humilier avec les pires termes. Et ça, c'est une faute historique. Voilà. Donc voilà ce qu'on essaie
modestement de faire en tant que Français, en tant qu'Européens, parce que ce dont il s'agit, c'est de la paix en Europe, mais c'est aussi de la capacité des démocraties à se défendre dans un monde de plus en plus brutal où on le voit bien, des régimes qui ne sont plus démocrates décident, eux, d'utiliser ce qu'on pensait devenu inutilisable, la guerre dans toutes ses composantes. C'est pour ça que les temps sont lourds et que nous aurons sans doute encore des décisions à prendre et du travail à faire sur ce sujet. Merci, Monsieur le Président. Je vais passer la parole maintenant à David Lussault, Monsieur le Président. David Lussault qui a 49 ans, qui est cadre d'entreprise et que vous avez contrarié. Merci, Monsieur le maire. Monsieur le Président, je vais revenir un peu plus terre à terre et revenir à votre candidature. Vous vous êtes décidé tard à annoncer votre candidature à votre réélection. Pourquoi ne pas l'avoir fait avant? Alors quand je dis avant, évidemment, j'entends bien avant le conflit en Ukraine. Rien ne vous en empêchait. Vous auriez eu le temps de défendre votre bilan et de présenter votre projet aux Françaises et aux Français. Pardon. Quand vous êtes-vous décidé personnellement à vous représenter et avez-vous douté à un moment de l'opportunité de le faire? Je vous remercie. Merci de votre franchise. Bon, d'abord, ce qui est difficile, c'est d'être en même temps président et candidat. Moi qui ai beaucoup défendu le en même temps, je constate que celui-là est compliqué. On le voit bien dans la discussion. Bon. Parce que c'est plus lourd quand vous êtes président et que vous vous exprimez sur des sujets où il y a des décisions à prendre et où vous n'êtes pas là pour essayer de convaincre ou de vous opposer à un tel ou un tel, mais vous l'êtes au nom de tous les Français. Ce qui fait que tous mes prédécesseurs qui se sont réengagés dans une campagne l'ont fait très souvent tardivement. Donc je ne suis pas une exception à la règle. Je crois même que je me présente un peu plus tôt que le général de Gaulle et que le président Mitterrand dans une campagne. Et que les présidents Sarkozy et Chirac l'avaient fait peut-être quelques jours avant moi. Bon. Mais tout le monde s'est posé cette question-là parce que c'est un moment qui est un peu compliqué à gérer. Donc, c'est pas très étonnant. Deuxièmement, pour défendre son bilan, on n'a pas besoin d'être candidat. Je l'ai beaucoup fait comme président, parce que je considère que ça, c'est légitime. D'ailleurs, le gouvernement, les parlementaires de la majorité l'ont fait aussi. Et donc, j'ai plusieurs fois, comme président, défendu mon bilan, tant et si bien que quand je faisais des débats, parfois, comme je le fais avec vous, des gens me disaient vous êtes déjà candidat, vous défendez votre bilan. Bon, on finit par ne plus savoir, finalement, comment on devrait faire. Donc, le bilan, je crois que j'ai pas mal défendu. Je continuerai de le faire à chaque fois qu'il faut. Ensuite, les propositions, mais il faut les préparer, il faut qu'elles soient audibles. Et je pense que dans le mois qui vient, je saurai les expliquer, les déplier et le faire clairement. D'abord parce que je pense que j'ai acquis cette conviction. Justement, sur une bonne partie des choses, il y a à poursuivre un travail. Sur d'autres, il faut avoir quelques idées simples et claires. Et au fond, ce que je veux présenter, c'est 4 grands pactes, si je puis dire, au pays. Un pacte européen pour défendre notre Europe, notre sécurité, c'est essentiel. Et je crois que ça confirme plutôt les intuitions et le combat que j'avais porté en 2017. On pourra y revenir. Un pacte entre les générations, des sujets d'éducation, de santé jusqu'à l'autonomie. Un pacte productif pour aller vers le plein emploi et pour continuer à réindustrialiser le pays, mais à bâtir cette France de 2030 sur laquelle j'ai commencé à dessiner quelques-uns des aspects, avec une notion cardinale pour moi qui est le travail. Et puis un pacte républicain qui consiste là, à partager quelques lignes de force sur ce qu'on doit faire en matière d'immigration, de laïcité, de sécurité et d'intégration. Donc les idées seront simples, les pactes seront clairs, parce que je veux aussi un peu changer de méthode, et ce que je crois, c'est que réussir à avancer, c'est aussi associer, y compris tout au long du quinquennat et de l'action, les Françaises et les Français. Donc voilà, ma campagne elle sera aussi longue que mes prédécesseurs quand ils se sont présentés. Je simplifie les choses, y compris moi-même dans la manière de les porter. Et je veux un peu changer la méthode parce que ce que j'ai ressenti de l'aspiration de nos compatriotes, c'est qu'ils n'avaient pas simplement envie de participer au moment des élections ou d'innovations démocratiques comme celles qu'on a pu faire et auxquelles je crois beaucoup, comme la Convention citoyenne. Ils ont envie aussi d'être partie prenante de l'action quand ça les concerne, qu'il s'agisse de l'école ou de la santé. Et c'est, je crois, un peu ça aussi qu'il nous faut inventer et que j'ai moins fait durant ce quinquennat. Mon envie
d'y retourner date d'il y a quelques mois. Au pire de la crise sanitaire, pour être honnête avec vous, je ne savais pas si les conditions le permettraient, parce que vous vous posez toujours cette question. Je l'avais dit aussi de manière très transparente et honnête il y a quelques semaines quand un journaliste m'interviewait. J'ai de l'ambition et j'ai l'envie. Je voulais que ce soit compatible et c'est le temps qui s'ouvre. Et après, je veux pouvoir être sûr, justement par la clarté, la conviction et au fond la méthode que je veux présenter aux Françaises et aux Français, que je pourrais faire durant ce mandat, si la confiance m'est donnée, ce que je n'ai pas réussi à faire, ou ce que je n'avais pas imaginé faire dans le précédent. Ce qui m'intéresse, ça n'est pas de conserver les responsabilités. C'est de pouvoir aller au bout d'une ambition pour le pays dans la durée. Voilà. Et donc c'est aussi avec franchise que je dirais des choses qui parfois ne sont pas celles sur lesquelles j'étais totalement convaincu à 5 ans ou celles dans lesquelles il n'y a pas toujours d'accord parce que je veux pouvoir le faire et réussir. Voilà. Monsieur le Président, on va passer maintenant sur un des piliers dont vous avez partagé la primeur ce matin avec les maires parrains notamment et les relais, les présidents d'associations, qui concerne un des blocs dont vous venez de parler, qui concerne l'éducation. Une salve de questions, si vous en êtes d'accord. Sandrine Felquin est principale de collège en plein cœur de QPV, quartier en politique de la ville. Premier sujet sur l'impact notamment du sport, mais pas que, et ensuite sur la sédentarité de nos jeunes pendant l'épidémie qui nous sera proposée par Ali Ramdan. Alors, Sandrine Felquin, où est-elle? Elle est là, Sandrine. Bonsoir, Monsieur le Président. Alors, une question, donc, des ressources comme le sport ou le service national universel pourraient participer à développer un pacte commun républicain. Comment l'éducation nationale pourrait s'investir davantage dans cet objectif? Merci. Merci, chère Sandrine. On va passer la parole maintenant à Ali, qui est principal adjoint. Ali Ramdan, 46 ans. Exactement. Bonsoir, Monsieur le Président candidat. La perspective des Jeux Olympiques à Paris en 2024 impulse une dynamique, notamment sur la relance de l'activité physique chez les enfants. Comment peut-on freiner la sédentarité et ses méfaits sur la santé ? Merci, cher Ali. Je vous propose une troisième question qui concerne la jeunesse et qui va vous être posée, Monsieur le Président, par Yves Elker. Il est là, Yves Elker, voilà. Je parlais tout à l'heure, pardon, mais du professeur Yves Elker que vous connaissez, puisque Yves Elker est le grand patron de l'infectiologie à l'hôpital Poissy-Saint-Germain. Bonsoir, Monsieur le Président. Alors, je l'ai écrite comme ça, je pourrais raccourcir la question. L'avenir de notre société passe obligatoirement par l'infotech et la biotech, dans tous les domaines dont la santé, qui conduirait à une révolution sociale dont nous ne maîtrisons pas à ce jour les impacts. Si pour certains initiés ce progrès est une aubaine, pour d'autres cela peut être envisagé comme une source d'exclusion et d'espoir déchu du processus démocratique. Comment préparer dès aujourd'hui notre jeunesse et les jeunes actifs à ce futur qui sera le leur, sans qu'aucun ne se sente laissé sur la route du progrès? Merci pour cette question, cher Yves. Enfin, une dernière question, Monsieur le Président, sur l'enseignement supérieur. Et je vais passer la parole à Youssef Saker, qui est responsable d'un master en école supérieure des professions immobilières. Mon cher Youssef. Je ne suis pas très loin. Monsieur le Président candidat, bonsoir. Candidat pas si tardif que ça, n'est-ce pas? D'emblée, je tiens à dire que si je suis ravi et honoré de cette séquence de proximité que nous vivons ensemble ce soir, je ne suis pas là en tant que militant, mais en tant que citoyen engagé, convaincu que la politique est un sujet trop sérieux pour en laisser le monopole au parti, quel qu'il soit par ailleurs. Donc ma question porte sur l'éducation. Si nous voulons promouvoir et conforter l'apprentissage comme filière d'excellence et vecteur d'insertion professionnelle, l'école peut-elle encore exercer un monopole de fait dans la conception des programmes de formation? Dans le même ordre d'idées, si nous voulons continuer à décloisonner et à libérer toutes les énergies en faveur de l'éducation, comment promouvoir et impliquer davantage le monde de l'entreprise comme partenaire académique et pédagogique auprès de nos écoles, tous cycles confondus? Et enfin, si vous le permettez, je souhaiterais vous offrir un livre que j'ai découvert tout à fait par hasard
dans la librairie du Pinceret à Poissy, l'une des plus belles de France de mon point de vue. 93 rue Général de Gaulle. Outre le fait que son auteur est une grande dame tout à fait admirable, prix Nobel de littérature 2018, je pense que la singularité de son profil, de son parcours et de ses positions devrait vous parler. Je ne vous en dis pas davantage, je vous laisse le découvrir. Merci, cher Youssef Saker. Je vous en prie. Donc 19,90 €, j'ai vu le... Merci beaucoup. Merci et merci d'avoir rendu hommage à nos libraires, ce faisant, et à l'ensemble du monde de la culture, parce qu'il a aussi été mis à contribution durant la pandémie qu'on a connue. On a fait le maximum pour le soutenir, mais c'est ce qui permet que vous m'offriez aujourd'hui un livre, ce qui pour moi est le plus beau des cadeaux. Donc je vous remercie infiniment. Et de prix Nobel à prix Nobel, vous m'offrez un livre d'Olga Tokarczuk, en effet, qui est de magnifique prix Nobel. Je voulais simplement dire que j'avais eu samedi, et je pensais à vous, Madame Alexeyevich, en ligne, qui est aussi un formidable prix Nobel quelques années plus tôt et qui est moitié biélorusse et ukrainienne. Et ces deux femmes ont admirablement parlé de toute cette région. Je ferme cette parenthèse. Au fond, en mosaïque, vous me conduisez à parler du projet pour l'école, la formation de nos enfants. Je vais répondre à chacune des questions et essayer de dézoomer, si je puis m'exprimer ainsi, quelques secondes. Sur l'école et le pacte républicain, Madame, oui. Ma conviction, c'est que, d'abord, l'école a un rôle à jouer. On lui demande souvent de le faire, mais elle doit le faire avec tous les partenaires. Donc, l'école, c'est d'abord les savoirs fondamentaux. Il n'y a pas de pacte républicain qui tienne si les enfants ne savent pas bien lire, écrire, compter, se comporter. C'est pour ça que, d'abord, on a remis l'obligation scolaire pour tous dès 3 ans, qu'on a mis l'obligation d'instruction, de formation jusqu'à 18 ans, et qu'on a au maximum essayé d'étendre le temps d'accompagnement des jeunes avec, par exemple, devoirs faits, pour permettre d'accompagner nos enfants, surtout nos collégiens qui étaient moins accompagnés dans leur famille, et puis qu'on a dédoublé les classes en REP et REP+, pour CP-CE1, et qu'on est en train de l'étendre à la grande section de maternelle maintenant, et de réduire le nombre d'enfants. Tout ça, ajouté aux internats d'excellence, aux cordées de la réussite, sont des initiatives qui ont pour vocation de dire et de prouver que l'école doit être le lieu où, en effet, on a les savoirs fondamentaux, où on le vérifie chaque année, et où on s'assure qu'on retrouve de l'excellence dans la transmission de ces savoirs fondamentaux, parce qu'on ne peut pas faire des républicains si ces savoirs ne sont pas acquis. Ça, c'est la mission première, et il faut, en quelque sorte, faut déjà que celle-ci soit consolidée. On le sait, les résultats PISA avaient dégringolé. Nous allons les remonter, et déjà les évaluations que nous avons pu faire partout où on a fait ces investissements montrent que les choses sont en train de s'améliorer. C'est encore fragile, donc il faut poursuivre cet investissement dans la formation et les savoirs fondamentaux. C'est pour ça que, pour les 5 années qui viennent, ce que je veux faire, c'est remettre les savoirs fondamentaux, en particulier les mathématiques, parce qu'on a besoin de renforcer nos enseignements en mathématiques, collège-lycée, le remettre dans le tronc commun et au baccalauréat, toutes spécialités confondues. Parce que je pense que c'est un des points qui ressort très fortement des évaluations qu'on a pu faire et des choses qu'on doit pouvoir corriger et renforcer. Donc ça, c'est le pilier. Ensuite, faire des républicains, participer à ce pacte, c'est en effet permettre à l'école de donner confiance et de faire qu'on n'apprend pas simplement des savoirs, mais on adhère à des valeurs. Pour ça, le sport est un formidable levier. Ça rejoint la question de monsieur. Et c'est ce qui fait aussi que Paris 2024 doit être une occasion de faire de la France une nation sportive. Et donc il y a tout un travail, en effet, avec les fédérations sportives, avec le monde sportif pour avoir des médailles, préparer des JO qui seront exemplaires, être une grande nation, mais il y a tout ce qu'on va faire avant et qui restera après, ce fameux héritage. Le sport à l'école en est un des piliers. On a commencé à expérimenter les 30 minutes de sport à l'école. Ce que je veux pouvoir faire, c'est généraliser dès la rentrée 2022 cette demi-heure chaque jour pour nos enfants en école primaire. C'est une petite révolution silencieuse, ça ne paraît rien. Mais c'est très important. C'est très important pour plusieurs raisons. D'abord, pour la santé. 30 minutes de sport chaque jour à l'école,
pour nos enfants entre 6 et 12 ans, c'est prendre une habitude sportive, c'est lutter contre la sédentarité et c'est faire des enfants et des adolescents à qui on va inculquer cette relation à un sport, le goût d'un sport, de la pratique sportive, et on lutte contre la sédentarité et l'obésité. C'est donc bon pour l'éducation, c'est bon pour la prévention en matière de santé, parce que c'est un véritable fléau de santé publique. Ensuite, c'est bon pour l'école. Parce que par le sport, on apprend mieux. Le modèle finlandais le montre très bien. Des enfants qui sont agités, qui sont un peu turbulents, qui n'aiment pas l'école, vous leur faites faire la meilleure de sport en arrivant le matin, ils sont tout de suite plus calmes, ça va mieux. Et l'apprentissage des savoirs se fait dans d'autres conditions. C'est au maître de savoir d'ailleurs, le bonheur, le bon dosage. Mais c'est un outil pour dans la journée répartir les moments de stress, de détente, où il faut un peu évacuer l'énergie. Puis troisième chose, ça va dans le droit fil de votre idée, et les deux se rejoignent, c'est que le sport est une matrice républicaine, parce qu'on apprend une discipline au sport. Et on l'apprend à l'école, et ce faisant, on va le faire en lien avec les associations. C'est qu'on apprend des règles d'un sport, on apprend à respecter les autres, qu'ils soient dans la même équipe ou dans une autre équipe, dans les sports collectifs. On apprend à respecter ces règles, l'adversaire, les coéquipiers et un arbitre. Et donc on apprend des fondamentaux qui sont parfois plus simples à inculquer quand c'est dans un environnement sportif que quand c'est dans la classe. Il faut jouer aussi là-dessus. Et ce faisant, on donne confiance à des enfants qui ne l'ont pas forcément quand il s'agit de savoir académique. Donc pour toute cette raison, le sport à l'école aide à bâtir ce pacte républicain. Et c'est très important. Je compléterai ça par ce qu'on veut faire avec la culture à l'école et l'éducation artistique et culturelle qu'on a réussi à faire entrer à l'école, au collège et au lycée. Et on va renforcer cela. Et au fond, le projet que je veux défendre maintenant, parce que j'en ai acquis la conviction, c'est qu'il faut réussir à décloisonner encore davantage notre école et donner plus de marge de manœuvre aux équipes pédagogiques sur le terrain. C'est-à-dire les directeurs d'école, les proviseurs de collèges et de lycées, en leur donnant plus de moyens, plus de rémunération, plus de capacité à prendre des initiatives et parfois à recruter, et donner plus d'initiatives et de liberté pédagogique aux enseignants au plus près du terrain. Et de le faire en dialogue avec les familles, les associations et les communes qui s'occupent du périscolaire. Parce que faire des républicains et participer au pacte que vous évoquiez, ça ne commence pas le matin à 9 h pour s'arrêter à 17 h, 4 ou 5 jours par semaine. Et la bataille est là. Et donc, oui à votre question avec tous ces leviers. Donc, les 30 minutes de sport chaque jour au primaire, l'augmentation des heures de sport au collège, plus de savoirs fondamentaux, en particulier l'augmentation des maths, et ce jusqu'au lycée. Et dans mon chantier école, l'idée de travailler avec toutes les parties prenantes, en particulier les acteurs républicains, hors du temps scolaire pour aller plus loin. Ce qui m'amène à la question ensuite sur, j'ai répondu sur les 30 minutes d'école, la formation de nos enfants pour aller vers le numérique. Alors vous avez tout à fait raison, professeur, de dire que tout sera révolutionné par le numérique. Et on pourrait ici continuer la discussion sur l'importance que ça aura en matière de santé. C'est pour ça qu'on va investir, par exemple sur la santé, 7 milliards sur les innovations dans les années qui viennent. Et le but, c'est nous, d'avoir les champions, de nous améliorer, de moderniser les usages, de transformer notre vie, de rendre la vie meilleure grâce à ces innovations, mais de bâtir le cadre éthique pour le faire, et de former tout le monde pour pouvoir y avoir accès. Là-dessus, parce que ma réponse sinon pourrait durer une demi-heure, on pourra y revenir s'il y a des questions, mais comme on est sur l'éducation, c'est pour ça qu'il faut mettre l'apprentissage des savoirs numériques au cœur de l'école, et que dès le collège, alors on va mettre en place de la formation dès l'école primaire, mais on veut pouvoir systématiser l'équivalent de la deuxième langue étrangère dès la 5e, où des jeunes pourront, nos collégiens pourront choisir le code. Parce qu'on a des jeunes qui aujourd'hui, et on l'a tous fait, on apprend une première langue étrangère, on apprend une deuxième langue étrangère, il faut pouvoir aussi offrir dans le panel des savoirs dès la 5e la possibilité d'y apprendre le code pour toutes celles et ceux qui le voudront. Et donc il y aura des savoirs numériques et des rudiments sur lesquels on va sensibiliser les enfants dès le primaire, aussi pour prévenir les phénomènes d'harcèlement en ligne et le mauvais usage du numérique, parce qu'il faut former des citoyens pour ce faire. Mais on va aussi former nos collégiens et nos lycéens pour qu'ils puissent acquérir ces compétences. Et dans un monde où les compétences en matière de numérique vont devenir encore plus fondamentales, qu'ils aient la base. Et évidemment,
nous avons commencé à le faire, mais par l'apprentissage, par les ouvertures de filières dans le supérieur, filière pro comme filière académique, développer le numérique encore plus qu'on a commencé à le faire aujourd'hui. On a déjà plusieurs dizaines de milliers de jeunes chaque année qui sont formés sur de nouvelles formations numériques avec des parcours multiples et des jeunes qui vont faire santé et numérique et qui vont ainsi pouvoir être au cœur de cette innovation. Vous m'avez interrogé enfin, monsieur, au-delà des remerciements pour le livre, sur le sujet du monopole en termes de formation et de la place des entreprises. Je vais partir d'un exemple où on a réussi, qui est l'apprentissage que vous avez cité. On a réussi après avoir un moment tâtonné. De nombreuses campagnes présidentielles se sont faites en disant on va faire 500 000 apprentis par an. Parce que les Allemands réussissent à faire près d'1 million, il n'y a pas de fatalité. Et on n'y arrivait pas. J'ai fait la même promesse. On a fait mieux. Et les tas de promesses où je n'ai pas réussi, c'est que, comme tout le monde, parce qu'on se trompe, il y en a où on a réussi pile. Là, on est à 720 000 apprentis en 2021. Pourquoi? Parce que précisément, on a dit on va sortir des querelles institutionnelles, on va être dans une logique de confiance, et les apprentis allant vers un métier, on va travailler avec les branches professionnelles, les entreprises, pour aider à définir quelle est la maquette et les organisations dans la formation pour faire de bons apprentis. Les horaires de travail, pour éviter les folies auxquelles on assistait il y a encore quelques années, où l'apprenti boulanger n'avait pas le droit d'arriver avant 8 h du matin à la boulangerie, où certains n'avaient pas le droit d'utiliser des escabeaux dans tel ou tel domaine. C'est des exemples qui avaient été très médiatisés, que je rappelle, mais c'était ça. Et donc on a réinventé les règles de l'apprentissage en disant la question n'est pas de savoir si c'est l'État, les régions, les villes, non. Qui emploie? Les entreprises, les branches. Elles ont défini les règles. On a simplifié les aides, il y en avait 4, il n'y en a plus qu'une, pour accompagner les entreprises et les maîtres d'apprentissage, parce que c'est un investissement. Et on a beaucoup accompagné pendant la crise avec une aide exceptionnelle pour que les entreprises puissent continuer à prendre des apprentis. Bilan des courses, on est passé d'un chiffre qui était entre 250 et 270 000 à 720 000. Et on va continuer, il faut viser le million. C'est tout à fait possible. Et on a développé l'apprentissage dans toutes les filières et à tous les niveaux. Il faut le faire aussi à l'université parce que l'apprentissage doit continuer d'être une filière d'excellence parce que c'est par cet exemple que tout le monde aussi a recours à l'apprentissage et on arrête de dire c'est la voie de garage, ça ne marchait plus. Et donc il faut continuer d'ouvrir à l'entreprise nos lycées, nos collèges pour pouvoir justement aller plus loin. Et là, il y a 2 choses que je veux pouvoir faire. La première, c'est faire la grande réforme du lycée professionnel dont on a besoin. Nous devons réformer le lycée professionnel sur le modèle de ce qu'on a fait pour l'apprentissage. C'est-à-dire réussir à avoir un partenariat beaucoup plus étroit avec les entreprises, à le faire en lien avec les entreprises, à faire que nos lycéens professionnels puissent être rémunérés pour leur temps d'entreprise, comme le sont les apprentis, on a augmenté leur rémunération, et avoir des filières dans les lycées professionnels, qui correspondent aussi aux besoins qu'il y a derrière. On laisse vivre trop de filières où il n'y a quasiment pas de débouchés et trop de déterminisme. Et donc, on doit réussir à avoir des filières où il y a derrière des débouchés parce qu'on aura trouvé des maîtres d'apprentissage ou d'alternance qui pourront accompagner ces jeunes. C'est un immense chantier pour les années qui viennent, mais le chantier du lycée professionnel, on a encore trop de taux d'échec, trop de jeunes qui sortent avec pourtant un diplôme, mais pas d'emploi, c'est pas acceptable. Et c'est une vraie injustice dès le début et qui décourage beaucoup trop de jeunes. Et il y a un engagement formidable des enseignants dans ces lycées professionnels, dans nos lycées professionnels. Il faut pouvoir le faire en faisant rentrer davantage les entreprises et en permettant donc de s'inspirer de ce qu'on a fait pour l'apprentissage, rémunérer, avoir plus de temps dans l'entreprise et avoir des ouvertures de filières qui correspondent aux débouchés. Puis le deuxième grand chantier en lien avec les entreprises que je veux faire, c'est sanctuariser, préserver du temps dès la 5e pour tous nos collégiens en termes d'orientation. Et ça, c'est les entreprises avec nos régions et nos communes. Pour aider à orienter, il faut permettre de connaître les métiers. Et aujourd'hui, nous avons un très gros problème d'orientation. Un très gros problème. Et objectivement, pour pouvoir orienter, il faut mettre en face de nos jeunes des gens qui pratiquent ces métiers. D'abord parce qu'ils expliquent avec passion ce qu'ils font, et parce que ça permet aussi d'engager sur un territoire tout le monde. Si vous avez besoin de gens à embaucher dans les années qui viennent, vous êtes motivé pour aller expliquer dans les lycées de votre commune, de vos départements, de votre région les choses.
Donc vous engagez, vous montrez qu'il y a une responsabilité. On fait en fait une gestion des besoins à l'échelle d'un territoire. Et c'est ce dont on a besoin pour aller vers le plein emploi. Mais surtout, nos enfants et nos familles, ils sont face à une formidable injustice. Quand vos parents ont accès à des réseaux, à des amis, ils peuvent conseiller leur enfant. Ils peuvent dire, toi, tu... Quand ils ont eux-mêmes peu de réseaux, quand ils ont eux-mêmes un travail qui est modeste et qui veulent que leur enfant réussisse, ils sont parfois dépourvus pour lui donner le bon conseil. Et les enseignants ne sont pas, par définition, celles et ceux qui sont le plus en contact avec la variété des métiers et des besoins dans les différents champs économiques. Ils connaissent leur discipline, ils connaissent le métier d'enseignant. On ne peut pas leur demander de faire cela. On a des conseillers d'orientation, mais qu'il faut aider à ouvrir, et il n'y en a pas assez. Et donc, il faut pouvoir préserver un temps, dès la 5e, une demi-journée par semaine, où on va réussir à faire venir, avec les régions et les communes, dans le collège, et c'est organisé ensuite de manière la plus localisée possible, eh bien, les entreprises qui aideront à orienter. Et c'est là où l'entreprise a aussi un rôle à jouer. Nous aider à expliquer les métiers d'aujourd'hui et de demain dont elle aura besoin, et nous permettre de mieux orienter les enfants et les familles, et ensuite, derrière aussi, de correspondre dans les formations qu'on va proposer aux besoins qu'il y a partout sur le territoire. Parce qu'on forme des citoyens et des républicains, mais pour qu'ils puissent aussi avoir un emploi et qu'ils puissent s'épanouir dans un emploi et une vie qu'ils auront choisie. Voilà pour moi les deux grands leviers où il faut donner plus de place à l'entreprise. Pour la formation, moi, je suis attaché à ce qu'on continue à avoir des diplômes nationaux avec des programmes qui sont faits partout en France avec une égalité républicaine et qui sont sanctionnés par des examens nationaux de manière régulière. Et je suis aussi très favorable à l'évaluation annuelle qu'on a commencé à mettre en place et d'ailleurs qu'on devra rendre transparente pour qu'on puisse continuer de s'améliorer. Ça fait partie de cette révolution de l'école que je veux qu'on puisse conduire. Voilà les 4 éléments de réponse. Vous l'avez compris, c'est un immense chantier. Je disais, dans les méthodes, c'est ce que je veux qu'on change. L'école, la formation de nos jeunes est un chantier absolument essentiel. On a fait beaucoup de choses, mais je considère qu'on doit aller beaucoup plus loin. Et on ne pourra le faire que si on arrive, et ça se fait au niveau de chaque territoire, à mettre tout le monde autour de la table. Aujourd'hui, les parents d'élèves sont inquiets. Beaucoup d'enfants sont souvent encore malheureux à l'école, manque de confiance, stress, etc. Et nos enseignants, à juste titre, ne se sentent pas suffisamment reconnus et assez rémunérés. Si on veut transformer ça, il faut le faire par une capacité à réinventer aussi notre organisation, le décloisonnement, le travail avec le périscolaire, avec commune, réinventer, comme je le disais, l'organisation, responsabiliser le local et donner aussi les moyens de répondre à ce que les parents attendent. Donner les moyens à un directeur d'école ou à un proviseur de collège de pouvoir, d'une journée à l'autre, remplacer un enseignant qui va être absent. Aujourd'hui, il n'en a quasiment pas les moyens, il se trouve parfois très dépourvu. Et donc, c'est des choses très concrètes comme ça que je veux qu'on mette sur la table avec un éventail, en quelque sorte, de leviers qu'on va donner à nos enseignants, à nos directrices, directeurs d'école et proviseurs, en lien avec nos élus et nos associations. Parce qu'une fois encore, et je m'arrêterai là, l'école est une chose, mais il y a la cohérence avec tout le reste. Et nous avons fait un très gros travail aussi, et on l'a lancé, si je puis dire, dans ce département, mais tous les maires qui sont là, y compris ceux qui viennent d'autres départements, cher Olivier, l'ont fait, c'est la lutte contre ce que j'avais appelé les séparatismes, ou certaines associations qui utilisent parfois ce qu'elles apportent aux enfants pour les séparer des valeurs républicaines. On ne peut faire des républicains que si, autour de l'école, on travaille avec des associations, qui pour le sport, qui pour les aides aux devoirs ou autres, qui partagent les valeurs républicaines, qui sont connues du directeur ou de la directrice d'école, des enseignants, du maire, des associations de parents d'élèves, et pas en quelque sorte une école parallèle qui se développe dans trop de quartiers. C'est ça ce à quoi je crois. Un modèle d'une vraie école républicaine qui prenne en compte les réalités d'aujourd'hui et qui nous permette de passer cette étape. Je m'arrête là.
Bon, pardon, mais entendre parler enfin de métier quand on parle d'orientation alors qu'on nous bassine depuis qu'on est gamin avec les diplômes, ça fait du bien. Juste, Monsieur le Président, vous parliez du collège et notamment de l'insertion de sport ou de la culture. Je veux juste faire un petit clin d'œil à Sandrine Felquin qui vous a posé une question, Monsieur le Président, parce que Sandrine Felquin, principale au collège et Grandchamp, effectif multiplié par 2 en 3 ans, résultat 20% supérieur à la moyenne en ce qu'on appelle réseau prioritaire et de l'absentéisme en moins. Donc ça fonctionne. L'ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crâne. Voilà. Pouvoir d'achat, Monsieur le Président. Pouvoir d'achat, Monsieur le Président, dans 2 domaines différents. La première question va vous être posée par Samira Tafat, qui est podologue, et la seconde par Atis Barré dans un autre domaine qui est employé en assurance. Samira, la parole est à vous. Je veux juste vous dire, Monsieur le Président, je fais une toute petite confidence, mais comme ça, une petite digression. On a posé 8 questions. Il y en a 5 qui ont posé les questions, Monsieur le Président, qui n'avaient pas voté pour vous en 2017. Moi, je dis ça, je dis rien. Vous avez les chiffres. Bonjour, Monsieur le Président. Bon, comme vous le savez, la première préoccupation des Français, c'est le pouvoir d'achat. Je suis podologue, donc professionnelle de santé, et j'effectue de nombreuses visites à domicile. Donc j'utilise beaucoup mon véhicule et mon mari est chauffeur de taxi parisien. Donc vous pensez bien que le coût de l'essence est un coût important au sein de notre foyer et comme dans la majorité des foyers des Français. Avec la guerre en Ukraine et les sanctions économiques contre la Russie, ces inquiétudes augmentent. Tout à l'heure, je suis partie mettre de l'essence dans mon véhicule et j'ai vu plus de 2 €. Monsieur le Président, est-ce que vous vous rendez compte que plus de 2 €, c'est juste énorme pour un Français moyen? J'ai en plus 3 enfants et ça mange. Donc le coût du blé, ah bah oui, excusez-moi, il faut les nourrir, il faut les... Voilà. Donc le coût du blé, l'huile, bref. On sait que tout va augmenter, vous nous avez prévenus. Mais moi, ce que je veux savoir, et je pense que tous les Français veulent savoir, c'est quelles sont les mesures, Monsieur le Président, en tant que candidat maintenant aussi, vous comptez prendre justement pour maîtriser les coûts de l'essence, des énergies et des premières... et des produits de première nécessité pour pouvoir justement préserver le portefeuille des Français. Mais attention, Monsieur le Président, quand je vous parle de mesures, je ne vous parle pas des mesures à long terme. Là, je vous parle des mesures là, maintenant, parce qu'à la fin du mois, je peux vous dire que le prix, que notre pouvoir d'achat à chacun diminue, mais vraiment à vue d'œil. Et je pense que ça n'a jamais été aussi important. Donc là, on veut vraiment des mesures concrètes, maintenant, tout de suite, des mesures qui parlent à tous les Français. Voilà. Merci, Madame. Et on va passer la parole à Atis Barré. Où est Atis? Je suis là, voilà. Je suis là. Allez-y. Bonsoir, Monsieur le Président, Monsieur le candidat, bonjour. Bienvenue d'abord à Poissy. Je suis Atis Barré, donc je travaille dans le milieu des banques assurances, où l'on peut bénéficier donc du plan d'épargne d'entreprise, dont la finalité est d'associer les salariés aux performances. Si l'avantage est bien sûr très apprécié, le délai d'attente de 5 ans pour le déblocage est un peu long. Si vous êtes réélu président de la République, Monsieur le Président, seriez-vous disposé, comme vos prédécesseurs, à permettre le déblocage anticipé pour motif présidentiel? Cela participerait au plan de résilience économique du gouvernement pour relancer le pouvoir d'achat des Français. Cela permettrait donc de rebooster l'économie en relançant la consommation des ménages, une sorte de bouffée d'oxygène dans cette période anxiogène, et qui seront encore plus motivés et impliqués dans la performance de leur entreprise. Merci, Monsieur le Président. D'ailleurs, mes collègues me regardent, ils attendent la réponse. Est-ce que je peux venir à côté de vous pour prendre une photo, s'il vous plaît? Ça, c'était pas préparé, hein. Elles disent qu'on a un timing et puis le maître des horloges ce soir, c'est moi, pardon. Mais... Merci beaucoup. Bon, vous avez parfaitement dressé le tableau et autant se parler franc. Nous avions déjà une forte pression sur les prix de l'énergie, en particulier l'essence, avant la guerre en Ukraine.
Et vous avez parfaitement intégré ce que j'ai dit mercredi dernier à tout le monde, c'est qu'il y aura des conséquences sur nos vies. Il y a des conséquences dramatiques qu'on évoquait au début de cette rencontre en termes de sécurité collective, la guerre. Il y aura des conséquences, l'accueil, la solidarité, etc. Mais en effet, nos économies vont être touchées sur ce qui dépend le plus de la situation, le gaz, le pétrole, les céréales et donc le coût des matières premières. Et donc, à court terme, mais à moyen terme, si les choses devaient durer, il y aura des conséquences. Je le dis juste pour que on partage tous le même constat et que vous ayez la vérité complète. C'est comme ça qu'on s'organise et qu'on fait les choses. Il y a une augmentation des prix à court terme qui est liée justement à cette guerre, à certains comportements spéculatifs qu'il y a aussi sur ces marchés, qui n'ont pas attendu celle-ci, mais il y a des fondamentaux qui sont plus compliqués. Si la Russie décide de contre-sanctions sur l'énergie, ce sera encore plus dur l'hiver prochain. Je m'explique. Nous sommes très peu dépendants du gaz russe. Mais si la Russie décidait de couper son gaz, pour l'Europe, on est très peu dépendant du gaz, beaucoup moins que les autres. Et on a, nous, de ces ordres d'entre 15 et 18%. Donc c'est beaucoup moins. On sait trouver des voies et moyens de le compenser. Ça n'a rien à voir avec les autres pays. Et c'est parce que nous avons le nucléaire en France. Mais des pays comme l'Allemagne, l'Italie ou plusieurs autres dépendent beaucoup du gaz russe. Nous savons trouver une solution pour les semaines qui viennent, par des contrats renégociés autres. La grande difficulté, c'est l'hiver prochain. Et donc l'Europe est en train de travailler, de se mettre en situation pour résister à ça. Mais là, ce sera un problème encore plus important. Les prix augmentent dans toutes les céréales. Le maïs, le blé, ça a augmenté incroyablement. Donc ça aura des répercussions sur la nourriture du bétail pour nos éleveurs, qui ont déjà des situations si difficiles, mais pour les produits transformés dans quelques semaines, quelques mois, et évidemment sur la baguette et sur des produits de première nécessité qui sont faits à partir de ces ingrédients. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'à 12-18 mois, si la situation ne s'améliore pas, c'est une situation de famine qu'il y aura dans plusieurs pays, en Afrique ou en Asie mineure, compte tenu de ce que représentent l'Ukraine et la Russie. Et donc avec des répercussions sur nos marchés agricoles massives. Je vous le dis juste pour qu'on voit l'importance de cette crise sur nos vies. Bon. À court terme, les prix, le pouvoir d'achat. Ce que vous avez dit est parfaitement vrai. Vous avez été la porte-parole, à mon avis, de dizaines de millions de Françaises et de Français. Sur les prix de l'énergie, si je puis dire, le président n'a pas attendu le candidat. Le gouvernement a pris déjà beaucoup de mesures et on doit les poursuivre. Je vais ici juste les rappeler parce qu'elles sont beaucoup plus importantes que les baisses de TVA que j'entends parfois proposées. Mais après, on ne peut pas prendre l'intégralité en charge. Sur le gaz, il y a un mécanisme de bouclier qui a été mis en place. Au moment où je vous parle, le gaz aurait dû augmenter d'environ 40%. Il a augmenté de 4%. Et ça, on l'a fait pour les ménages. On l'a étendu justement à l'ensemble des opérateurs du monde HLM pour que les coupes aussi puissent être prises. Et on l'a étendu ensuite aux PME, TPE. Ce qui est un gain de pouvoir d'achat d'environ 800 à 900 € par an. Deuxième élément, sur l'électricité. Sur l'électricité, on a baissé de 95% la taxe qui existe, la TICFE, pour prendre le coup. On a demandé aussi à accompagner EDF pour distribuer plus d'électricité faite à partir du nucléaire qui est à plus bas coût et qui ne dépend pas du prix du gaz, parce que vous savez qu'on a un mécanisme, le prix de l'électricité se forme au niveau européen et dépend beaucoup du prix du gaz. Nous, on a du nucléaire, donc on a réussi à mettre une mesure pour écraser les choses. On a pris, selon les ménages, entre l'équivalent de 300 à 500 € du coût par an par ménage avec cette mesure électrique, où c'est l'État qui a pris les choses en main. Le chèque énergie a été augmenté de 100 € en fin d'année dernière. Il y aura 100 € en avril prochain. L'indemnité inflation de 100 € a été prise pour 38 millions de Françaises et de Français. Elle a été complétée par une amélioration de l'indemnité kilométrique. L'ensemble de ces mesures, je dis juste parce que c'est notre argent, c'est 20 milliards d'euros en moyenne an. 20 milliards d'euros. Donc l'accompagnement pour le pouvoir d'achat, et ça n'est qu'une mesure de pouvoir d'achat immédiate. Donc je ne peux pas laisser qui que ce soit dire aujourd'hui que le gouvernement de la République et le Parlement, qui a ensuite voté ces textes, n'ont rien fait sur le sujet de pouvoir d'achat. C'est massif, massif, massif. Simplement, les hausses sont spectaculaires. Donc la vraie difficulté, c'est si on va pérenniser tous ces dispositifs, et pour le gaz en particulier, on ira au-delà de juin.
Il faudra aller jusqu'à la fin de l'année, compte tenu des incertitudes. Le 20 milliards, c'est avec tous ces dispositifs-là l'équivalent, si je puis dire, annuel. Bon. Qu'est-ce qu'on doit pouvoir améliorer? L'accompagnement sur l'essence. Et donc, là-dessus, c'est aussi le président qui vous parle, parce que je ne peux pas attendre, il faut donner une visibilité pour les jours qui viennent. Ça fait partie de ce plan de résilience que le Premier ministre est en train de finaliser, fera avec le gouvernement. Il y aura une mesure supplémentaire sur la partie essence, que le gouvernement est en train de terminer, à laquelle je suis favorable, et qui est une mesure qui va permettre, d'aller plus loin sur l'indemnité inflation, mais immédiate, et qui doit renforcer, y compris en synchronisant, l'équivalent de l'indemnité kilométrique. Pourquoi? Parce que ça dépend beaucoup des situations. Vous êtes exactement dans le cadre des situations qu'on veut pouvoir accompagner. Les familles qui travaillent avec des enfants pour qui il y a des dépenses qui sont contraintes et il faut prendre la voiture parce que ce n'est pas les transports en commun qu'ils feront, il faut qu'on puisse accompagner et compenser une partie du coût et une grosse partie de l'augmentation. Et donc, il y aura un complément qui sera fait sur la partie essence, parce que c'est juste et qu'il faut le faire. Et ce sera travaillé justement autour de l'approche à la fois indemnité kilométrique et l'indemnité inflation. Je pense que c'est important. Alors, moi, je veux défendre ce bouquet de mesures, des boucliers aux indemnités. Pourquoi? Parce que ça a un coût pour la nation, mais je considère que c'est plus pertinent que les mesures de baisse de fiscalité pérenne. Parce qu'il faut qu'on soit cohérent avec nous-mêmes. La fiscalité qu'on a sur les énergies fossiles, c'est une fiscalité qui sert à financer notre transition énergétique. Et ce serait complètement absurde de se dire on renonce à ça. Bon. Ce qu'on ne veut pas, c'est faire du surprofit avec cette fiscalité quand ça hausse. Et donc tous ces dispositifs, on a fait plus que réinvestir ce que rapportaient les impôts avec l'augmentation du prix, je peux vous le dire. C'est les 20 milliards que je viens d'évoquer. Donc voilà, sur ce volet à court terme, ce qu'on va faire. On va maintenir les dispositifs gaz et électricité. On va les renforcer au niveau européen. Je ne veux pas rentrer dans la technique avec des contrats de long terme si la crise devait durer pour maintenir ces prix. Et on va compléter avec une mesure très rapide sur l'essence pour accompagner tous les ménages qui roulent et qui ont cette obligation. Vous avez parlé ensuite de l'alimentation. L'alimentation est un vrai sujet et je le dis dans un temps où il ne faut pas qu'on soit schizophrène, si je puis dire, ou pris par nos propres contradictions, mais on a besoin aussi de bien payer nos agriculteurs. Il faut faire attention parce que nos agriculteurs, eux, ils ont le prix de leurs matières premières et de leurs intrants qui augmente. Et on ne peut pas dire, nous, consommateurs, on ne veut pas que le prix augmente. Les agriculteurs, ils se prennent toutes les augmentations de leurs coûts, mais ils vont devoir nous vendre la baguette au même prix et tous les produits alimentaires au même prix. Ce n'est pas possible. Parce que sinon, ça veut dire des gens qui ne vont pas pouvoir vivre de leur travail. C'est d'ailleurs tout ce qu'on a mis en place avec cette fameuse loi Egalim 2 et les négociations commerciales. Donc ce qu'on doit faire, c'est mieux accompagner les classes populaires et les classes moyennes pour éviter justement la précarité alimentaire et les difficultés. C'est pour ça que, là pour le coup, c'est le candidat qui vous parle. Nous allons mettre en place le chèque alimentaire pour permettre... Ça a été un gros travail parce que le président aurait voulu le mettre en place. Il y a eu beaucoup de résistance et tout ça a été compliqué. Mais je crois beaucoup, moi, à cette idée qui permet d'accompagner une alimentation de qualité, qui permet d'accompagner d'ailleurs nos circuits courts et de défendre nos producteurs, tout en luttant contre la précarité alimentaire. Et qui est l'idée de dire on accompagne les ménages en fonction de leurs besoins, jusqu'à un certain point. Vous m'avez interrogé sur le court terme, et c'était le point que je vous devais. Ce qu'on a fait, ce qu'on va faire, les choses. Mais si on prend 2 pas de recul, ça ne règle rien sur le court terme, c'est pour ça que je vous ai aussi répondu. Votre question était cash, ma réponse est tout autant. Mais pour moi, la meilleure politique de pouvoir d'achat par rapport au coût de l'énergie ou des matières premières, c'est 2 leviers. Le travail et la politique de transition climatique et de souveraineté énergétique. Et si on ne règle pas ces 2 problèmes, à chaque fois qu'il y aura une augmentation, on fera les mêmes dispositifs qui vont coûter des milliards à nous tous. Parce que derrière ce coût-là, on devra le rembourser, soit en dette qu'on rembourse, soit en fiscalité future. C'est la réalité. Donc ce n'est pas une solution qui est satisfaisante. Et donc, pour moi, la première réponse au pouvoir d'achat, c'est le travail. Au moment où je vous parle, on a le taux de chômage le plus bas des 15 dernières années, le taux de chômage des jeunes le plus bas des 40 dernières années, et le taux d'activité le plus élevé depuis qu'on le mesure. C'est ça que je veux continuer. Parce que le manque de pouvoir d'achat, c'est le manque de pouvoir d'achat de celui ou celle qui n'a pas de travail ou qui a un temps partiel subi. C'est le premier levier. Le deuxième levier, c'est faire que le travail paye mieux. On l'a fait. La baisse de l'impôt sur le revenu, la suppression de la taxe d'habitation, la prime d'activité pour celles et ceux qui sont au SMIC. Les chiffres sont là pour dire que le pouvoir d'achat, mesuré par l'INSEE dans ces derniers chiffres, est supérieur durant ce quinquennat aux 10 années qui précédaient.
mais on doit continuer ce travail pour que le travail paye mieux. Comment? On supprimera des impôts qui restent, la redevance télé en fait partie. C'est 137 € je crois, environ en moyenne par. Là aussi, c'est aveugle, c'est cohérent avec la suppression de la taxe d'habitation, il faut aller au bout. Ensuite, on va continuer de faire que le travail paye mieux, et ça rejoint la question de votre collègue, madame, en permettant d'avoir des mécanismes d'intéressement, de participation qui soient plus rémunérateurs. De deux manières. D'abord, on a fait une loi qui a ouvert la participation et l'intéressement. La loi Pacte, dont je suis très fier, qui a permis, en particulier dans les PME, les TPE, d'avoir beaucoup plus d'intéressement, de faire que, justement, les salariés soient associés à la réussite de l'entreprise. Je crois à cette vertu. C'est toujours la même philosophie. Le travail doit payer, et quand une année ça va bien, ça doit aller mieux. Et donc oui, je suis favorable à la monétisation, dans un temps qui est difficile pour le pouvoir d'achat, des plans d'intéressement, pour ensuite les recharger. Donc ma réponse est oui à votre question. Mais au-delà de ça, je suis surtout favorable à ce qu'on continue de développer dans toutes les entreprises qui le peuvent, des plans d'intéressement et de participation, parce que c'est le dividende salarié. Parce que c'est ce qui permet, quand l'année est bonne et que la croissance est bonne, comme en 2021, de dire « j'augmente votre salaire ». Alors je l'augmente soit avec des actions, soit avec une rémunération exceptionnelle, mais vous participez à la réussite. Et puis, l'année où c'est difficile, vous n'en avez pas, mais vous avez votre salaire de base, avec les primes qui, elles, ne dépendent que de votre activité personnelle. Je pense que c'est une philosophie importante, parce que sinon, le salarié ne participe pas aux bonnes années. Et je pense que plus personne ne comprend que dans les bonnes années, il y ait juste l'actionnaire qui puisse bénéficier des bons résultats. Il faut que les actionnaires soient justement rémunérés. J'ai pas de problème, ils prennent un risque, ils investissent leur capital. Mais si on veut que ce soit juste, l'entreprise, ça n'est pas que des actionnaires. C'est ça qu'on a changé dans la loi Pacte. Ce sont des gens qui mettent leur argent, ce sont des gens qui mettent leur temps de travail. Et donc il faut que celles et ceux qui travaillent dans l'entreprise puissent aussi avoir une rémunération exceptionnelle par l'intéressement et la participation. Mais comme ces mécanismes sont parfois un peu compliqués, surtout pour les plus petites entreprises, les TPE, les PME, c'est parfois compliqué encore, les plans de participation en intéressement. Certains n'aiment pas associer au capital les salariés, c'est culturel. Il faut qu'on continue de convaincre, mais c'est là. On a mis en place, depuis 3 ans, ce qu'on a appelé la prime exceptionnelle pour le pouvoir d'achat. Certains l'ont affublé de mon nom, qui a eu pas mal de succès et qui a donné du pouvoir d'achat. Ce que je veux pouvoir faire, au fond, dans mon projet, ce que je veux faire, si les Françaises et les Français me font confiance, c'est de pouvoir la tripler en montant et de pouvoir toujours la faire sans charge ni impôt. Parce que ça, c'est une rémunération exceptionnelle et donc c'est, pour certains, 2 à 3 mois supplémentaires, l'équivalent de 2 à 3 mois supplémentaires. Pour ceux qui ont des rémunérations un peu plus élevées, ça peut être un 13e mois tout simplement. Mais le triplement de cette prime, c'est la possibilité pour un employeur, même quand il a 1 ou 2 salariés, qui n'a pas envie de l'associer au capital, de dire « on a une bonne année, j'ai envie de t'associer, je ne veux pas augmenter ton salaire de base parce que je ne sais pas comment l'année prochaine sera, mais je vais te donner cette prime à son maximum ». Et donc on triplera cette prime, et ça c'est du monétaire, c'est de l'argent, c'est du pouvoir d'achat. Donc voilà ce que, sur le pouvoir d'achat, il faut pouvoir faire. Non, d'un mot, ça c'est pouvoir d'achat, travail, je le disais, derrière transition climatique, souveraineté. D'un mot quand même. Parce que si je ne vous le dis pas, on ne va pas au bout du raisonnement. L'objectif qu'on doit se fixer, c'est de ne plus dépendre de ces énergies fossiles que nous ne produisons pas pour nous déplacer, pour nous chauffer et autres, et donc qui pèsent sur notre pouvoir d'achat quand il y a une crise ou de la spéculation, et qui en plus polluent. Et donc vous voyez qu'il y a une resynchronisation des agendas. Notre agenda pour baisser les émissions de CO2, agenda sur lequel on a commencé à avoir des résultats, parce que durant ce quinquennat, on a baissé 2 fois plus vite les émissions de CO2 que durant les 10 années qui précédaient. 2 fois plus vite. Donc tous ceux qui disent « vous n'avez rien fait », moi je défends mon bilan, vous voyez, c'est pour vous rassurer. Donc on l'a baissé 2 fois plus vite. Mais il faut aller beaucoup plus vite si on veut atteindre nos résultats 2030-2050. Pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Se chauffer différemment, rénovation thermique des bâtiments. Et donc je veux pouvoir m'engager à ce qu'on continue les forfaits l'année dernière. 700 000 logements par an, c'est ce qu'on doit faire, dans le cadre des grandes rénovations urbaines de l'ANRU, mais aussi avec tout le travail qu'on fait avec l'ADEME et l'ANA. La prime rénov', ça marche très bien. Ça, c'est du pouvoir d'achat vraiment gagné. Et c'est du pouvoir d'achat qui n'est pas payé par le contribuable.
C'est du pouvoir d'achat où l'argent est bien utilisé pour aider les ménages modestes ou les classes moyennes à faire leurs travaux, pour ensuite consommer moins tout au long de leur vie dans leur appartement ou leur maison. Ça, c'est du gain de pouvoir d'achat dans la durée. C'est moins d'émissions de CO2, c'est du pouvoir d'achat, c'est moins de dépendance extérieure. De la même manière, les primes à la conversion pour changer de véhicule, aller vers des véhicules moins polluants, que ce soit du thermique, de l'hybride ou de l'électrique, qu'on a beaucoup accompagné. On a aidé 1 million de Françaises et de Français dans le quinquennat. C'est ça que je veux qu'on puisse démultiplier, parce que quand on quitte un vieux diesel ou un vieil essence, pour aller vers les dernières générations ou un hybride ou un électrique, on consomme beaucoup moins, on réduit la facture au quotidien et on pollue beaucoup moins. Simplement, il faut accompagner le coût, parce que pour beaucoup de nos compatriotes, le coût est énorme pour changer de voiture. Donc c'est pour ça que vous m'avez entendu dire aussi le thermique, parce que pour un ménage moyen français, c'est pas vrai qu'on peut acheter comme ça une voiture électrique, même avec une aide. Et donc on est en train de travailler sur des systèmes de leasing qui font que le coût à l'achat est beaucoup plus faible et accessible pour les classes moyennes, même pour une électrique. Mais d'ores et déjà, si on va vers un véhicule thermique ou hybride de dernière génération, on pollue moins et donc on consomme moins. Et là aussi, on réduit la facture. Mais toute cette stratégie, et puis enfin, la production d'énergie, la stratégie que j'ai donnée, renouvelable, nucléaire, économie d'énergie, c'est le meilleur moyen de sortir de la dépendance au gaz et charbon, en France bien sûr, mais à terme en Europe. Ça, c'est la réponse dans la durée. Je voulais juste faire cette précision. Monsieur le Président, je viens de regarder le troisième arbitre. Je balance, il s'appelle Cazeneuve. Il vient de m'indiquer 5 minutes de temps additionnel. Il y a une question qui va vous être posée sur l'immigration par quelqu'un qui est très en colère, qui s'appelle Monsieur Castori, qui est ici. Donc est-ce qu'on peut passer le micro? Monsieur le Président, déborde pas trop, s'il vous plaît. Monsieur le candidat, pardon. Bonsoir, Monsieur le Président. Je ne suis pas en colère particulièrement, mais j'accepte la remarque de Karl. J'ai travaillé toute ma vie professionnelle à Poissy avec une population issue de l'immigration et ça m'a beaucoup plu. J'ai rencontré des gens formidables qui s'investissaient, qui se donnaient du mal et qui voulaient se fondre dans notre société, dans celle qui existait au moment où je travaillais encore. Tout cela, je ne le vois plus aujourd'hui. Et puis, comme tout le monde, j'entends parler de zones de non-droit, j'entends parler d'insécurité, j'entends parler de fraude sociale. Eh bien, ma question, elle est toute simple. Que pensez-vous faire dans votre deuxième mandat, dans votre second mandat, pour régler ces problèmes? Merci beaucoup, monsieur. De poser la question et de le faire, je crois, dans des termes réalistes, c'est-à-dire ce qui est... Je ne veux pas vous embarquer, mais la philosophie plutôt que je partage, où il faut être humaniste et exigeant. Mais il ne s'agit ni d'être bien pensant et laxiste, et de l'autre côté, de dire en quelque sorte la solution est dans l'exclusion ou la caricature. Vous n'avez pas été dans la caricature dans votre question. Nous avons un problème, mais vous avez dit vous-même que vous avez travaillé avec beaucoup de personnes qui étaient issues de l'immigration et qui, parfois arrivées, vous en avez tiré une richesse. La question, c'est comment on sait accueillir, intégrer, et comment on sait ne pas accueillir parfois quand les règles doivent être posées. L'Europe, depuis 2015, est sous une pression migratoire qui s'est accrue. C'est un fait. Et donc, on doit réussir, nous, à mieux protéger nos frontières et à mieux maîtriser les flux migratoires. J'ai commencé à lancer des réformes avec le gouvernement, les parlementaires, beaucoup d'élus. Les résultats ne sont pas encore là parce qu'on met du temps à les penser, à les concevoir, à les mettre en œuvre, à réussir. Et pour partie, on dépend de l'Europe. Mais je vais essayer de vous dire comment je vois les choses à chaque étape. Premier point, on doit essayer de réduire les flux d'arrivée. C'est assez difficile et on n'a pas la main sur tout. Pourquoi? Parce que quand il y a des théâtres de guerre, il y a de l'immigration. Quand il y a des crises, et à cause des déséquilibres aussi climatiques qu'il y a et qu'il y aura dans beaucoup de territoires, nous continuerons à avoir des migrations. Néanmoins, quand on a une politique de développement, de partenariat, d'investissement solidaire qui est plus ambitieuse, ce que nous avons aussi décidé, avec un vrai partenariat avec les pays d'origine et de transit, on peut prévenir des flux
l'organisation de trafic en donnant aux jeunesses des pays d'origine un avenir dans leur pays plutôt que d'aller le chercher en Europe. Deuxième point, c'est mieux protéger nos frontières communes. Ça, c'est l'Europe. Là-dessus, j'ai poussé pour une chose, renforcer les moyens de Frontex, qui est l'agence qui protège les frontières européennes. Plus 10 000, on est en train de le faire. J'ai proposé qu'on ait une force extérieure commune où chacun aide à protéger la frontière extérieure de l'Europe, qui aujourd'hui est la frontière sud de l'Espagne, l'arrivée en Italie, l'arrivée en Grèce, jusqu'à la crise qu'on est en train de vivre, où c'est la frontière, là, qui est beaucoup plus Pologne, Roumanie, Slovaquie, Hongrie. Et donc, c'est renforcer nos frontières extérieures pour permettre, quand il y a de la migration hors temps de guerre qui est organisée par des réseaux de contrebande, de pouvoir lutter contre elle. Et puis c'est la réforme de Schengen que nous avons lancée il y a quelques semaines, qui est de dire on doit ensemble s'organiser pour mieux protéger nos frontières communes. Chacun est responsable, si pas de responsabilité sanction, mais aussi on doit pouvoir mieux faire respecter nous-mêmes les règles. C'est aussi pour ça, et ça on l'a fait dans ce quinquennat, que nous avons augmenté nos protections à nos propres frontières nationales, parce que ceux qui caricaturent notre Europe mentent. L'Europe a aussi prévu des règles d'urgence. La France, depuis 2015, a remis des contrôles à ses frontières nationales, parce qu'il y avait terrorisme et ensuite crise migratoire. Nous avons aujourd'hui plus de 4000 forces de sécurité intérieure qui protègent nos frontières, ce qui est un record depuis de nombreuses années. On a quasiment doublé en 5 ans. Et on a aujourd'hui une lutte contre l'immigration clandestine qui est très forte à nos frontières, qu'on a quasiment doublé à la frontière italienne et pareil à la frontière espagnole. Simplement, il faut renforcer ce travail qui consiste à lutter contre les filières d'immigration clandestine, mieux protéger nos frontières. Et c'est pour ça qu'en plus des efforts européens, ce que je veux faire, c'est parachever une force d'intervention à nos frontières pour aider à améliorer le travail qui est fait aujourd'hui par la PAF et prendre en compte cette réalité nouvelle. Il y a aujourd'hui des mafias internationales qui organisent ce trafic d'êtres humains, qui font pression sur nos pays et qui ont organisé des mouvements migratoires qui nous ont déstabilisés. Et là-dessus, il faut bien séparer les crises humanitaires, les personnes qui ont besoin d'être protégées parce qu'elles vivent, elles sortent de la guerre, de flux qu'il y a constamment depuis plusieurs années à nos frontières et qui sont majoritairement organisés par des réseaux. Et donc là, renforcement des règles. Deuxième élément, une fois que ces personnes sont sur notre sol, il faut qu'on puisse les accueillir et traiter leur dossier le plus rapidement possible. Et donc après le premier pilier qui est protection de nos frontières, en européen, en français, c'est comment on traite leur cas particulier le plus vite possible. Parce que plus on le traite lentement, plus on rend la situation ingérable. Quand quelqu'un est là depuis 1 an et demi, 2 ans, même si vous lui dites vous n'avez pas le droit de rester, au bout de 2 ans, il a parfois construit un équilibre familial, il a obtenu un emploi, il a trouvé des amis, c'est très difficile et le retour ne se fait pas, n'est pas effectif. Et donc ce deuxième pilier, c'est de dire comment on améliore les choses. D'abord, en continuant à tenir nos valeurs, et ça moi j'y tiens. C'est-à-dire, en France, l'hébergement est inconditionnel et le soin est inconditionnel. Et tous ceux qui jouent avec ça ne respectent pas ce que sont les valeurs de la France. On peut être très rigoureux, très exigeant, et je le suis, mais il ne faut pas lâcher l'humanité. Personne n'a envie de dire... On ne luttera pas contre l'immigration clandestine, y compris contre tous les abus, par l'inhumanité. C'est faux. Parce qu'à ce moment-là, vous aurez des femmes et des hommes, et il y en a eu sous mon mandat. Et j'étais pas heureux à chaque fois que c'est arrivé. Mais qui dormiront dans des tentes ou dans les rues. Et donc l'hébergement d'urgence, qui est vraiment un travail des services de l'État, de nos maires, des associations, d'engagés sur le territoire, est un travail essentiel. Et nous avons fait, ces 2 dernières années, un investissement inédit. On a mis 2 milliards sur ce sujet, 2 milliards. Et on a réussi d'ailleurs à réduire les tests qui sont faits par beaucoup d'associations, dans beaucoup de villes, l'ont montré ces derniers mois. On a beaucoup réduit les personnes qui vivaient à la rue. En particulier, une très large majorité, ce sont des personnes qui sont en attente de titres. Environ 70 à 80% des personnes qu'on héberge ainsi. Et donc, on doit continuer ce travail. Pareil pour le soin, parce que sinon, vous avez des pandémies qui reviennent, des maladies qui reviennent. Bon. Mais il faut le faire de manière rigoureuse, sans qu'il y ait d'excès. Mais surtout, on doit instruire plus vite les dossiers. Et les instruire plus vite, c'est la réforme qu'on a faite de l'OFPRA, qui est l'organisme qui s'occupe de cela. Et on a beaucoup réduit les délais, on les a vraiment écrasés. Ça a été simplement, on n'a pas eu de chance, il fallait faire une réforme. On a eu ensuite la pandémie et les résultats, on est en train de les obtenir maintenant. Il faut les consolider
faut garder notre droit, mais il faut réussir à ce que tout un dossier soit instruit en 6 mois. Délai administratif, OFPRA et appel devant la Commission nationale du droit d'asile. C'est faisable, on est en train d'y arriver. Ça, il faut pouvoir le faire parce que c'est comme ça ensuite qu'on peut dire « vous avez droit, et donc je vous garde sur mon territoire, vous n'avez pas droit à l'asile et il faut repartir ». Je le dis parce qu'aujourd'hui, les filières clandestines utilisent beaucoup le droit d'asile et avec excès. Une fois qu'on a fait ça, troisième pilier, c'est une politique plus efficace de reconduite vers le pays d'origine. Et ça, c'est un énorme travail. Alors on peut le faire d'autant plus efficacement qu'on a tenu nos délais et qu'il y en a moins. Mais pour les femmes et les hommes qui n'ont pas vocation à rester dans notre pays, il faut pouvoir les raccompagner vers leur pays d'origine. Le Covid ne nous a pas aidés, on avait amélioré dans beaucoup de pays, mais là-dessus, moi j'assume quelque chose qu'on a commencé, qui est de lier notre politique de visa et nos bonnes coopérations avec les pays, parce que je ne peux pas vous expliquer dans une salle comme ça qu'on donne des visas à des entrepreneurs, des étudiants, des politiques, des gouvernants d'un pays, il est ami, il n'est pas du tout en guerre, et que quand il a des compatriotes qui sont sur notre sol, à qui on ne donne pas l'asile, à qui on ne donne pas un titre de séjour, il refuse de les reprendre. Ça n'est plus possible. Et je l'ai dit avec la même franchise à l'ensemble des dirigeants que j'ai pu voir, ce que je veux qu'on puisse faire, et on est en train de le faire, c'est une politique européenne là-dessus, parce qu'on a besoin de jouer en européen. Mais ce troisième levier d'une politique de retour plus efficace, on a commencé à le faire, et vous l'avez sans doute vu, le ministre de l'Intérieur s'est engagé pour 1000 étrangers en situation irrégulière qui étaient considérés comme particulièrement sensibles et dangereux. On a réussi. Et là, il a eu des résultats, parce qu'il a mis beaucoup de pression. C'est cette politique qu'on va étendre, qu'on va évidemment systématiser dès qu'on a des personnes qui sont identifiées comme à risque, parce que là, il faut aller encore plus vite, mais qu'on doit généraliser, parce qu'il n'y aura pas de coopération dans la durée qui est soutenable démocratiquement s'il n'y a pas de coopération des pays pour un retour. Et puis le quatrième levier, c'est une vraie politique d'intégration. J'entends pas ce mot dans le débat public. Or, c'est ce qu'il nous faut, parce que vous l'avez dit. Et donc, il ne faut pas qu'on soit débordé par des situations migratoires, c'est les 3 volets que je viens d'évoquer. Donc il faut lutter contre les filières clandestines, mais ensuite, il faut mieux accueillir. On a beaucoup augmenté l'investissement dans le français, l'apprentissage de notre langue et de notre histoire. C'est ce qu'on doit poursuivre. L'école joue un rôle à cet égard essentiel. Et donc, qu'est-ce qu'on doit faire pour mieux réussir notre politique d'intégration? D'abord, changer et aller beaucoup plus loin. Et ça, c'est dans le discours des Mureaux, un des points sur lequel on a encore beaucoup de marge de progression et on n'est pas allé au bout. C'est ce qu'on appelle la politique de peuplement. J'adore pas ce mot. Mais c'est de dire, quand les gens arrivent sur notre sol, qu'on leur donne un titre, ça n'est plus possible qu'ils aillent toujours aux mêmes endroits. Dans les mêmes villes, dans les mêmes quartiers. Et donc ça, c'est un vrai changement de notre politique en profondeur, mais c'est pour moi l'une des priorités de cette politique d'intégration. Je le dis parce qu'on a aujourd'hui des territoires qui sont vus, qui sont parfois décriés par certains. Vous avez un maire qui vient plusieurs, même de Seine-Saint-Denis. Vous êtes dans une ville qui a connu aussi des difficultés, qui est, je dirais, plurielle dans les problématiques quartiers politiques de la ville, des quartiers qui sont plus classe moyenne, d'autres plus bourgeois. Mais dans les territoires qui sont les plus en difficulté, la Seine-Saint-Denis, je dis souvent, c'est un territoire, c'est un des plus grands ascenseurs sociaux de la République. Simplement, dès que quelqu'un s'en sort, il a tendance à quitter la Seine-Saint-Denis, et puis très gentiment, on dit vous avez formidablement réussi, on va vous mettre quelqu'un qui vient d'arriver, il ne parle pas votre langue, et il arrive. C'est exactement comme ça que fonctionne la République aujourd'hui. Et il y a très peu de villes où on vit tranquillement, où on dit on va vous demander un effort, on a besoin de cette personne, elle est là, elle est avec nous, elle est de manière régulière sur notre sol, elle vient d'Ukraine parce qu'il y a la guerre, ou elle vient de la Corne de l'Afrique parce qu'il y a la guerre et des famines, ou elle a un titre de séjour parce qu'elle a des compétences dont le pays a besoin. Simplement, il faut qu'elle puisse habiter dans votre commune pour des raisons d'équilibre. C'est ça qu'il faut qu'on repense. Donc le logement, le logement différent. Le logement. Ensuite, l'éducation. Et donc, par exemple, pour accéder à un titre durable, ce que je veux qu'on puisse faire, c'est dans les conditions qu'on mette l'inscription à la crèche ou à l'école. Si vous voulez intégrer des familles à qui vous donnez un titre, avant de les naturaliser, assurez-vous que l'enfant est bien inscrit à la crèche et à l'école. C'est une forme de contrainte positive. C'est aussi du respect et de la dignité. Et c'est dire, ne gardez pas l'enfant avec vous à domicile ou ne le laissez pas
en dehors, ou justement dans des associations qui parfois prônent le pire, ou les séparatismes, et qui vont s'écarter, et qui vont prêcher pour des communautarismes. Non, c'est à l'école de la République, à la crèche de la République qui doit avoir sa place. Et ensuite, c'est l'investissement dans l'apprentissage et le travail. Pourquoi nos amis allemands, qui ont eu plus de pression migratoire que nous ces dernières années, ont réussi? Parce qu'ils ont réussi à former plus vite vers le travail. Alors nous, on a, pendant de longues années, une vraie difficulté qui explique notre problème d'intégration, avant même cette pression migratoire depuis quelques années. C'est que la France est l'un des pays d'Europe qui avait le moins bien réglé son problème de chômage de masse. Vous avez connu des années où l'intégration se faisait parce qu'il y avait le plein emploi. Et où vous aviez des salariés, des ouvriers qui arrivaient sur notre sol, venant d'autres pays. On avait besoin de leur main-d'œuvre. C'est ça la vérité. Et ils ont aidé à bâtir le pays, à faire tourner nos industries. Mais depuis 30 ans, notre pays vit avec un chômage de masse et des taux de chômage qui sont bien supérieurs à nos voisins. Des pays qui étaient au plein emploi ont bien mieux réussi à intégrer par le travail. Et donc si on veut réussir notre politique d'intégration, ce sont nos valeurs, notre langue, notre histoire, notre culture, l'hébergement, mais c'est aussi le travail. Et c'est très vite former celles et ceux qui arrivent sur notre sol et à qui on donne un titre de séjour et qui ont vocation à y rester, ou à qui on donne l'asile a fortiori, en les formant tout de suite par l'apprentissage d'alternance ou par des formations qualifiantes pour qu'ils aillent vers le travail. Il y a énormément de secteurs d'activité qui sont sous tension, où il y a des emplois non pourvus. C'est vers ces emplois non pourvus qu'il faut qu'on oriente celles et ceux qui arrivent. C'est une question d'organisation de la société, d'organisation collective, au niveau de nos communes, mais en y mettant simplement la volonté, parce qu'on en a besoin. Et donc, vous le voyez, cette politique d'intégration, elle est aussi jumelle de la politique que je veux mener vers le plein emploi. Si on arrive à aller vers le plein emploi, on réussira à aller vers la bonne et pleine intégration. Pardon, je suis un peu long, mais c'est un sujet qui est très vaste, qui suppose, comme vous l'avez vu, de l'exigence et de la fermeté, protéger nos frontières, lutter contre les trafiquants, de l'humanité, protéger celles et ceux qui fuient la guerre ou la grande pauvreté, et une mobilisation de toute la société pour bien intégrer. Parce que la vérité, c'est que notre société a toujours eu des femmes et des hommes qui venaient d'autres pays. Notre force, c'est d'avoir toujours réussi à les intégrer, c'est-à-dire à ce qu'ils parlent notre langue, à ce qu'ils aiment notre histoire, à ce qu'ils servent et se battent pour notre drapeau, et combien l'ont fait, mais à ce qu'ils restent fiers de leurs origines et de leurs racines. Monsieur le candidat, je vais céder la place à Monsieur le Président parce que, comme on le disait tout à l'heure, il y a des engagements et des impératifs. Je voudrais m'excuser auprès des administrés qui avaient des questions à poser. On est rentré dans le temps additionnel, donc Monsieur le candidat, et bientôt Monsieur le Président quand vous allez quitter cette salle. Bon, non mais merci beaucoup pour voilà, ce temps d'échange. Et déjà, j'ai commencé à essayer d'esquisser quelques convictions et quelques propositions et une part du projet. En tout cas, moi, je vous remercie pas simplement de votre présence, mais de votre question, de votre engagement. Il y a toujours de la frustration, j'en ai aussi, parce que physiologiquement, je me suis habitué au débat de 7 heures. Donc, je poursuivrai tout au long de la campagne ces débats, mais il y a les éléments de contrainte qui sont évoqués, il y a de la frustration. Je le dis aussi pour les journalistes qui sont présents dans cette salle. Il y aura aussi évidemment des temps de questions pour les journalistes qui viendront. Et évidemment, je l'ai fait d'ailleurs tout à l'heure pour certains de vos collègues qui le passeront ce soir en me pliant aux questions de journalistes. Mais j'ai aussi à cœur qu'à l'occasion de ces débats, on puisse avoir des journalistes qui puissent poser leurs questions. Je vais devoir filer à cause des contraintes et du call, mais je voulais remercier les journalistes qui sont là et qui couvrent la campagne depuis le début. Et je le dis pour les journalistes qui sont présents et qui vont continuer de couvrir la campagne et aux questions desquelles je répondrai dans les prochains jours et tout au long de ces semaines. Et je le dis aussi en ayant un mot particulier pour leurs collègues qui sont en ce moment sur les théâtres de guerre et qui prennent tous les risques. Merci à eux. Merci beaucoup. Merci mesdames, messieurs pour votre présence, votre temps, vos questions. Et merci monsieur le maire, cher Karl, pour ce soir. Merci beaucoup.
Vive la République et vive la France!